La porte vitrée de la pâtisserie royale s'ouvrit dans un délicat tintement de clochettes, et l'air glacial de la climatisation contrasta immédiatement avec la chaleur étouffante de l'après-midi parisien. Louise serra plus fort la main calleuse de son grand-père, sentant le sol en marbre italien glissant sous ses tongs en caoutchouc troués. Les yeux bruns de la petite fille s'écarquillèrent devant les vitrines illuminées où des gâteaux à 3 étages ressemblaient à des œuvres d'art couvertes de fleurs en sucre et de feuilles d'or comestibles. Monsieur Manuel, avec ses 72 ans et son dos voûté par des décennies à conduire, des bus dans les rues chaotiques de Paris, serra la main de sa petite fille. Il sentit les regards immédiats des clients élégants, des femmes avec des sacs de créateurs et des hommes en costume impeccable, tous se tournant discrètement pour observer ce couple dépareillé. Le jean du vieil chauffeur était propre mais délavé et rapiécé aux genoux. Le t-shirt de Louise, qui avait été rose, était maintenant d'un ton indéfini de gris, avec un petit Mickey Mouse presque effacé par les lavages. La petite fille ne semblait pas remarquer les regards. Ses yeux brillaient d'un mélange d'enchantement et de timidité, tandis qu'elle observait les parts de gâteaux servis dans des assiettes en porcelaine. Une femme blonde, aux ongles parfaitement vernis de rouge, tenait une fourchette en argent et portait à sa bouche un morceau de gâteau au chocolat belge. Louise déglutit péniblement, se rappelant qu'elle n'avait rien mangé d'autre qu'une tartine de margarine au petit déjeuner. Derrière le comptoir vitré, Madame Vera, une employée d'âge mûr en uniforme impeccable et à l'expression professionnelle, finissait d'emballer une boîte rose avec un ruban doré pour une cliente. Lorsque ses yeux rencontrèrent le grand-père et la petite fille, elle hésita une seconde, la surprise évidente sur son visage. Des clients comme ceux-là n'entraient pas à la pâtisserie royale, située en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, où une part de gâteau coûtait l'équivalent d'une journée entière de nourriture pour une famille entière. Louise lâcha la main de son grand-père et s'avança vers le comptoir avec un courage qui semblait trop grand pour ses 8 ans. Elle dut se mettre sur la pointe des pieds pour réussir à appuyer ses coudes maigres sur le verre froid. Madame Vera s'approcha, son sourire professionnel vacillant légèrement. « Madame, vous auriez un gâteau périmé ?» demanda Louise d'une voix claire mais basse, comme si elle avait répété ces mots de nombreuses fois. « Un de ceux que vous allez jeter. C'est mon anniversaire aujourd'hui et je n'ai jamais mangé de vrai gâteau. » Le silence qui suivit fut pesant. Certaines conversations aux tables s'arrêtèrent. Une femme aux cheveux argentés, assise près de la fenêtre, posa sa tasse de thé sur la soucoupe avec un bruit audible en fronçant les sourcils. Un homme en blazer marine chuchota quelque chose à sa compagne, qui rit doucement, dissimulant sa bouche avec sa main. Madame Vera cligna des yeux plusieurs fois, ne sachant comment répondre. Elle ouvrit, la bouche la referma, regarda Monsieur Manuel qui s'approchait lentement, le poids de la honte et de la fierté menant une bataille silencieuse sur son visage ridé. « Mademoiselle, » commença le grand-père, la voix rauque mais ferme, « je sais que nous ne devrions pas être ici, mais c'est l'anniversaire de ma petite fille, et elle méritait au moins de demander. Sa mère, ma fille Caroline, nous a quittés il y a 3 ans dans un accident. Un bus qui s'est renversé en rentrant du travail à l'aube. Le père n'est jamais apparu, n'a jamais voulu savoir. Je touche une petite retraite. Vous savez ce que c'est. Mais c'est une bonne fille, studieuse. Aujourd'hui, elle a 8 ans et je voulais lui offrir au moins un morceau de vrai gâteau. » La voix de Monsieur Manuel se brisa sur les derniers mots. Il s'éclaircit la gorge, redressant les épaules, essayant de préserver sa dignité face à ce public involontaire de regards critiques et apitoyés. Madame Vera sentit son cœur se serrer. Elle travaillait là depuis 15 ans, avait servi toutes sortes de clients, des célébrités aux héritiers arrogants. Mais ceci était différent. Elle regarda derrière elle, vers le bureau de la gérante, puis vers la fillette maigre aux yeux trop grands pour son petit visage. « Écoutez, je vais voir ce que je peux faire, » murmura Madame Vera, la voix soudainement douce. « Mais la gérante n'est pas là, et je ne peux pas simplement donner les produits sans autorisation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Peut-être si vous attendez jusqu'à la fin de la journée. » « Ne vous inquiétez pas, » dit une voix grave et ferme venant des tables du fond. Tous les regards se tournèrent vers le coin réservé de la pâtisserie, où se trouvaient les tables privées, séparées par de discrets paravents en bois noble. Un homme se leva et le mouvement fut si fluide et assuré qu'il sembla altérer l'atmosphère de tout l'établissement. Édouard Laurent avait 65 ans, mais en paraissait moins. Grand,
les épaules larges, les cheveux grisonnants parfaitement coupés. Il portait un costume gris à la coupe impeccable qui coûtait probablement plus que ce que M. Manuel gagnait en 6 mois. Ses yeux étaient d'un bleu pénétrant, marqués par des rides d'expression qui parlaient de décennies de décisions difficiles et de nuits blanches. Il était connu dans toute la France. Édouard Laurent, le magnate de l'hôtellerie, propriétaire de la chaîne Hôtel Laurent, avec 42 hôtels répartis dans le pays et quelques-uns en expansion internationale. Les magazines économiques estimaient sa fortune en milliards d'euros. Il était connu pour sa ruse en affaires, ses négociations implacables et, aux yeux de certains, pour une certaine froideur calculatrice. Édouard se dirigea vers le comptoir d'un pas mesuré. Son costume avait coûté 5 000 €. Ses chaussures italiennes étaient faites sur mesure et la montre suisse à son poignet valait plus qu'une voiture populaire. Mais à cet instant, il ne regardait ni le grand-père humble ni l'employée nerveuse. Ses yeux étaient fixés sur Louise. La fillette leva le visage pour le regarder, et quelque chose dans le monde d'Édouard vacilla violemment. Ses yeux, bruns avec de petites taches dorées, légèrement en amande, sous des sourcils sombres et arqués. Il connaissait ses yeux. Il connaissait cette forme spécifique de visage, le petit nez retroussé, la ligne délicate de la mâchoire. « Caroline », pensa-t-il, et ce fut comme si un poing invisible lui serrait le cœur. Pendant un instant vertigineux, il se retrouva 20 ans en arrière, regardant cette étudiante en philosophie qui travaillait comme serveuse dans le hall de son hôtel. La même femme qui l'avait fait rire pour la première fois depuis des années, qui citait Sartre en servant des cafés, qui avait fait l'amour avec lui en chuchotant qu'elle croyait aux âmes sœurs. « Emballez le gâteau le plus cher de cette boutique, » dit Édouard à Madame Véra, la voix ferme mais curieusement serrée. « Et mettez-y 8 bougies. » Madame Véra écarquilla les yeux. Le gâteau le plus cher était un red velvet à 3 couches, fourré de cream cheese importé et couvert de fleurs en sucre, faites à la main. Il coûtait 800 €, plus que ce que de nombreuses familles dépensaient en nourriture, pendant un mois entier. « Monsieur Laurent, commença-t-elle, reconnaissant le client illustre. « Maintenant, Véra, dit Édouard, et il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence contenue, qui fit bouger l'employé immédiatement. Édouard s'accroupit devant Louise en équilibre sur les talons. Ses genoux protestèrent avec l'âge, mais il l'ignora. Être à la hauteur des yeux de la fillette était fondamental. Il devait voir son visage, confirmer ce que son cœur savait déjà, mais que son esprit refusait d'accepter. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, la voix soudainement douce. « Louise » répondit la fillette, fronçant légèrement les sourcils, intriguée par cet homme élégant qui la regardait de manière si intense. « C'est un joli nom, dit Édouard. » Sa voix flancha légèrement. « Quel est ton nom complet, Louise ?»« Louise Caroline Mendès, » répondit la fillette. « Le deuxième prénom, c'est pour ma maman. Elle s'appelait Caroline. » Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Caroline Mendès, la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il avait abandonnée pour l'argent et la pression familiale, la femme sur laquelle il avait entendu de vagues rumeurs des années plus tôt. Quelque chose à propos d'une fille sur laquelle il avait choisi de ne pas enquêter parce qu'il construisait son empire, parce qu'il était trop occupé, parce qu'il avait peur de ce qu'il pourrait découvrir. « Et ta maman » commença Édouard, la voix à peine plus qu'un murmure. « Elle n'est plus là. »« Non, » répondit Louise, et ses grands yeux s'emplirent d'une tristesse trop ancienne pour une enfant. « Elle s'est partie quand j'avais 5 ans, dans un accident. Papy dit qu'elle rentrait du travail à l'aube. » Édouard ferma les yeux une seconde, faisant les calculs qu'il ne voulait pas faire, mais qui s'imposaient avec une clarté mathématique brutale. Louise avait 8 ans maintenant. Caroline était morte il y a 3 ans quand la fillette avait 5 ans. Cela signifiait que Caroline était tombée enceinte 9 mois avant la naissance de Louise. Et 9 mois avant la naissance de Louise, il y a 20 ans et 9 mois, c'était exactement le moment où Édouard avait passé sa dernière nuit avec Caroline, avant de choisir d'épouser Florence Chevalier, l'héritière qui sauverait son empire au bord de la faillite. « Le gâteau est prêt, monsieur », annonça Madame Véra, posant sur le comptoir une grande boîte rose avec un ruban doré élaboré. Édouard se releva brusquement, la tête lui tournant. Il regarda Monsieur Manuel, le vit vraiment pour la première fois. Un homme âgé, le dos voûté, les mains tremblant légèrement, les yeux fatigués mais dignes.
le père de Caroline, le grand-père de Louise, le grand-père de sa fille. Mettez les bougies, dit Édouard, la voix sortant plus rauque qu'il ne l'aurait voulu, et apportez 2 autres gâteaux. Choisissez ceux que vous voulez, Vera, et préparez une table ici. Nous allons faire une fête d'anniversaire. Les bougies furent allumées, et Louise souffla avec une force qui semblait concentrer tous ses 8 ans de vœux non réalisés. La flamme vacilla et mourut, et pour la première fois de l'après-midi, un sourire sincère illumina le petit visage de la fillette. Édouard observait chaque mouvement, chaque expression, cataloguant mentalement toutes les ressemblances qui ne pouvaient être de simples coïncidences. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était concentrée, exactement comme le faisait Caroline. La manière dont ses yeux se fermaient quand elle souriait vraiment, disparaissant en 2 demi-lunes parfaites. Madame Vera apporta des assiettes en porcelaine et des couverts en argent, traitant M. Manuel et Louise avec une délicatesse qui n'était qu'une tentative maladroite d'atténuer la gêne antérieure. Les autres clients retournèrent à leur conversation, mais les regards curieux persistaient, glissant périodiquement vers ce groupe improbable, réuni autour d'une table qui n'accueillait normalement que l'élite parisienne. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, dit M. Manuel, la voix chargée d'un étrange mélange de gratitude et de malaise. On voulait juste un petit morceau, pas la peine de dépenser autant. »« C'est son anniversaire, répondit Édouard, coupant une part généreuse du gâteau Red Velvet et la plaçant dans l'assiette de Louise. Chaque enfant mérite un vrai gâteau pour son anniversaire. Surtout une enfant qui a le courage d'entrer dans un endroit comme celui-ci et de faire une demande honnête. Louise prit la fourchette de ses petites mains et porta un morceau à sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent et une expression de pur bonheur transforma son visage. « C'est le meilleur gâteau du monde entier, » murmura-t-elle, la bouche encore pleine. « Papy, il faut que tu goûtes ça. » Monsieur Manuel essaya une bouchée, et même lui, habitué à la simplicité des biscuits secs et des tartines de beurre, dut admettre que c'était quelque chose de spécial. Édouard ne toucha pas à sa propre assiette. Il était trop occupé à observer, à calculer, à lutter contre une vague croissante d'émotions qui menaçait de briser la façade froide qu'il avait construite au fil des décennies. « Ta maman aimait les sucreries ?» demanda Édouard, essayant de garder un ton désinvolte. Mais M. Manuel capta quelque chose dans la question, une intensité qui ne correspondait pas à la supposée générosité fortuite d'un riche étranger. « Elle adorait, » répondit Louise, léchant le cream cheese au coin de sa bouche. Elle disait toujours que quand elle serait riche, elle mangerait du gâteau tous les jours. Mais on n'avait jamais d'argent pour ces choses-là. Elle travaillait beaucoup, vous savez, le jour dans une blanchisserie et la nuit à nettoyer des bureaux. Je la voyais presque pas, mais quand je la voyais, elle me serrait toujours dans ses bras et me disait que j'étais son plus grand trésor. Édouard sentit quelque chose se briser en lui. Caroline, cumulant 2 emplois, dormant quelques heures, élevant une fille seule pendant qu'il construisait un empire hôtelier, dînait dans des restaurants chers et voyageait en première classe. La culpabilité était un poids physique sur sa poitrine, rendant sa respiration difficile. C'était une femme très spéciale, dit M. Manuel, la voix nouée. Ma Caroline étudiait la philosophie à la fac, vous savez. Elle avait une bourse complète, elle était si intelligente, mais quand elle est tombée enceinte, elle a dû arrêter ses études. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais pleuré devant la petite. Mais je la voyais la nuit, quand elle pensait que je dormais. Elle pleurait doucement, en regardant la photo d'un homme qu'elle gardait caché. Édouard déglutit. Elle gardait une photo, de lui, après tout. Après l'abandon, la lâcheté, le choix de l'argent plutôt que de l'amour, Caroline gardait toujours une photo de lui. Cet homme se força à demander Édouard, c'était le père de Louise? C'était lui, confirma M. Manuel, et il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix maintenant, une dureté subtile. Mais il n'a jamais voulu savoir. Ma fille disait que c'était quelqu'un d'important, qu'il avait choisi une autre vie. Elle n'a jamais dit de mal de lui à Louise. Elle disait toujours que son père l'aimait, mais qu'il ne pouvait pas être avec elle. Je trouvais qu'elle était naïve, qu'elle protégeait la mémoire d'un lâche. Mais elle disait qu'elle ne voulait pas que sa petite fille grandisse avec de la colère dans le cœur. Les mots étaient des couteaux bien aiguisés. Édouard savait que M. Manuel se doutait de quelque chose. Le vieil homme n'était pas stupide. La réaction exagérée, les 3 gâteaux chers, l'intérêt spécifique pour l'histoire de la mère, tout indiquait quelque chose de plus qu'une générosité fortuite.
Ma maman disait que mon papa était gentil, ajouta Louise, inconsciente de la tension croissante entre les deux hommes. Elle disait qu'il avait les yeux bleus et qu'il était très intelligent. Elle disait qu'un jour peut-être je pourrais le rencontrer, mais qu'il ne fallait pas être triste si ça n'arrivait jamais, parce qu'elle m'aimait assez pour deux. Édouard dut détourner le regard, feignant de s'intéresser au gâteau intact dans son assiette, les yeux bleus. Caroline avait décrit ses yeux à sa fille, leur fille, car il n'y avait plus de doute. Cet enfant maigre vêtu d'habits rapiécés, mangeant du gâteau comme si c'était son dernier repas, était sa fille. Le sang de son sang, le résultat d'une nuit, 20 ans plus tôt, où il croyait encore que l'amour était plus important que l'argent. Quelle stupidité, quelle naïveté tragique. Il avait choisi l'argent. Il avait épousé Florence Chevalier, sauvé ses hôtels de la faillite, construit un empire. Et le mariage n'avait duré que 5 ans, se terminant par un divorce amer où elle l'avait accusé d'être incapable d'aimer, d'avoir un cœur de pierre. Elle n'avait pas tort. « Monsieur, ça va ?» demanda Louise, regardant Édouard avec une inquiétude sincère. « Vous n'avez rien mangé. »« Ça va, » mentit Édouard. Je réfléchissais. « Louise, tu vis avec ton grand-père, c'est ça ?»« Oui, » confirma la fillette. « On a un petit appartement à la Courneuve, je dors sur le canapé-lit, mais il est confortable. Papy dit qu'un jour on aura une vraie maison, avec une chambre rien que pour moi. » Édouard connaissait la Courneuve, banlieue nord de Paris, l'un des quartiers les plus pauvres et difficiles de la région. Caroline avait élevé sa fille là-bas, travaillant jusqu'à s'en tuer littéralement, rentrant à l'aube dans un bus qui s'était renversé, pendant qu'il dormait dans des draps de 1000 fils dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. « Monsieur Manuel, » dit Édouard, et sa voix avait une qualité différente maintenant, plus basse, plus intense. « Il faut que je vous parle. En privé. C'est important. » Monsieur Manuel le regarda longuement, et Édouard vit la connaissance dans ses yeux fatigués. Le vieil homme savait, peut-être pas avec une certitude absolue, mais il en savait assez. « Louise, ma chérie, » dit Monsieur Manuel, « pourquoi tu ne demandes pas à la dame de te montrer comment ils font ces petits gâteaux dans la vitrine? J'ai besoin de parler avec monsieur ici 1 minute. » Louise partit en courant, excitée, et Madame Véra, sentant l'atmosphère, l'emmena à l'arrière de la pâtisserie, où se trouvait la cuisine visible à travers une vitre. Les deux hommes restèrent seuls à table, entourés par le murmure, discret des autres clients. « Je sais qui vous êtes, » dit Monsieur Manuel, la voix basse mais ferme. « Édouard Laurent, le propriétaire de la chaîne d'hôtels. Ma fille a travaillé dans l'un de vos hôtels il y a 20 ans. Elle était serveuse dans le hall de l'hôtel de luxe sur les Champs-Élysées. Elle est rentrée un jour en pleurant, disant qu'elle était tombée amoureuse d'un homme merveilleux. Elle a passé 3 mois à vivre sur un nuage. Puis il a disparu. Il a épousé une héritière. J'ai lu ça dans le journal. Elle est tombée enceinte, a abandonné la fac et n'a plus jamais été la même. Édouard ne dit rien. Il n'y avait rien à dire qui puisse justifier, expliquer ou atténuer. Ma fille n'a jamais confirmé que vous étiez le père, continua Monsieur Manuel, mais je le savais. Je voyais la photo qu'elle cachait. Je voyais quand elle passait devant vos hôtels et détournait le regard. Vous avez détruit ma Caroline. Elle s'est tuée au travail, littéralement. 2 emplois, 4 heures de sommeil. Elle rentrait de son service de nuit quand le bus s'est renversé sur le périphérique. 3 heures du matin. Il pleuvait. Le chauffeur s'est endormi au volant. Je suis désolé, murmura Édouard, et les mots étaient pathétiques, inappropriés, insuffisants. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. J'ai entendu des rumeurs, des années plus tard, mais j'ai... Vous avez eu peur d'enquêter, compléta Monsieur Manuel, parce que si c'était vrai, vous auriez dû faire quelque chose. Et vous étiez trop occupé à construire votre empire pour vous soucier d'une serveuse que vous avez utilisée et jetée. C'était vrai. Tout était vrai. Édouard n'essaya pas de se défendre. Mon ex-femme avait raison, dit-il finalement. J'ai un cœur de pierre. Mais si... Louise est ma fille, et je sais qu'elle l'est, en la regardant quiconque a connu Caroline le saurait. Alors je dois faire quelque chose. Je dois essayer de réparer ça. Réparer, répéta Monsieur Manuel, et il y avait de l'amertume dans sa voix. Vous croyez que l'argent répare 20 ans d'abandon? Vous croyez que vous pouvez acheter votre entrée dans sa vie comme vous avez acheté ses gâteaux? Non, dit Édouard, je ne crois pas ça, mais je dois essayer, s'il vous plaît.
Je ne demande pas à vous l'enlever, mais laissez-moi essayer d'être ce que j'aurais dû être depuis le début, un père. Monsieur Manuel resta silencieux un long moment, regardant sa petite fille à travers la vitre, la voyant rire, tandis qu'un pâtissier lui montrait comment faire des fleurs en sucre. Finalement, il soupira, le poids de 72 ans et de 3 ans de deuil s'abattant sur ses épaules voûtées. « Venez chez moi ce soir, dit-il, après qu'elle se sera endormie. On doit parler de ça correctement. Mais je vous préviens, Édouard Laurent, si vous entrez dans la vie de cette petite, vous y entrez pour de bon. Vous ne serez pas une banque qui envoie des chèques et apparaît à Noël. Vous serez un père présent ou vous ne serez rien. Compris ? Compris, dit Édouard, et pour la première fois depuis des décennies, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis ses nuits avec Caroline. Il sentit l'espoir. La Mercedes noire d'Édouard était complètement déplacée dans cette rue étroite de la Courneuve. Des enfants pieds nus arrêtèrent de jouer au ballon pour observer la voiture de luxe passer lentement, esquivant les nids de poules qui ressemblaient à des cratères dans l'asphalte fissuré. De la musique forte s'échappait des fenêtres ouvertes, se mêlant à des conversations animées et à l'odeur de la nourriture en préparation pour le dîner. C'était un monde complètement différent de Neuilly-sur-Seine, où Édouard vivait entouré de hauts murs, de sécurité privée et d'un silence coûteux. L'appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, aux murs écaillés et aux escaliers en ciment, où la lumière clignotait par intermittence. Édouard monta lentement, son costume Armani contrastant absurdement avec ce décor de pauvreté urbaine. Il pouvait entendre des télévisions allumées derrière chaque porte, des bébés pleurer, des disputes domestiques s'échappant à travers les murs fins. Monsieur Manuel ouvrit la porte, avant même qu'Édouard ne frappe. « Elle dort déjà, dit le vieil homme, faisant un geste pour qu'Édouard entre. « Asseyez-vous sur le canapé. J'ai fait du café. » L'appartement était minuscule, il ne devait pas faire plus de 40 mètres carrés. Un salon qui servait aussi de chambre à Louise, avec un canapé-lit contre le mur. Une petite cuisine américaine avec un évier taché et une vieille cuisinière. Une porte entr'ouverte révélait la chambre de Monsieur Manuel, pas plus grande qu'un placard, avec un lit simple et une armoire qui semblait dater des années 70. Mais malgré la pauvreté évidente, tout était propre et organisé. Il y avait des fleurs artificielles dans un vase sur la table basse, des napperons en crochet sur les accoudoirs du canapé, et au mur, une photo encadrée de Caroline. Édouard s'arrêta devant la photographie. Caroline souriait, tenant un bébé dans ses bras. Louise, elle portait un simple uniforme de blanchisserie, les cheveux attachés en chignon, le visage sans maquillage, mais toujours aussi belle, avec ses yeux qu'il n'avait jamais réussi à oublier complètement, même en essayant. Celle-ci a été prise quand Louise a eu 1 an, dit Monsieur Manuel, servant du café dans des tasses vieilles mais propres. C'était l'un des rares jours où Caroline avait congé de ses 2 emplois en même temps. Elle a emmené la petite au parc, lui a acheté un esquimau, et un photographe de rue a pris cette photo. Ça a coûté 5 € qu'elle n'avait pas, mais elle a dit que ça valait chaque centime. Édouard s'assit sur le canapé, accepta la tasse de café, mais ne but pas. Il regardait autour de lui, essayant d'imaginer Louise grandissant ici, dormant sur ce canapé-lit, faisant ses devoirs sur cette petite table sous la lumière jaunâtre d'une ampoule faible. « Alors, commença Monsieur Manuel, s'asseyant sur une chaise en plastique en face d'Édouard. « Vous êtes venu faire quoi exactement? Me jeter de l'argent à la figure, à moi et à la petite, pour soulager votre conscience ?»« Non, dit Édouard, et sa voix avait une fermeté qui le surprit. « Je suis venu me confesser. Je suis venu demander une chance que je ne mérite pas. Et je suis venu essayer de comprendre comment j'ai pu tout gâcher si complètement. » Monsieur Manuel croisa les bras, attendant. Ses yeux étaient durs, sans concession. « Alors parlez. » Édouard prit une profonde inspiration et commença à raconter. Il avait 25 ans quand il avait rencontré Caroline. Son père était mort subitement, laissant les hôtels familiaux noyés sous des dettes dont Édouard ignorait l'existence. Les banques menaçaient de saisir les hypothèques. Les fournisseurs coupèrent le crédit. Les employés n'étaient pas payés. Édouard était désespéré, travaillant 18 heures par jour, essayant de sauver un empire qui s'effondrait. C'est là qu'il l'avait vue. Caroline, 19 ans, étudiante en philosophie avec une bourse complète à la Sorbonne,
travaillant comme serveuse dans le hall de l'hôtel des Champs-Élysées pour payer ses factures. Elle était différente de toutes les femmes qu'il connaissait. Intelligente, drôle, passionnée par les idées. Elle citait Sartre en servant du café, discutait d'existentialisme pendant ses pauses. Édouard était tombé amoureux pour la première fois de sa vie. Pendant 3 mois, ils s'étaient vus en secret. Dîner dans des restaurants bon marché où personne ne les connaîtrait. Promenade nocturne dans le centre vide. Conversation qui durait jusqu'à l'aube dans des chambres d'hôtel vides. Caroline parlait de changer le monde, de la façon dont l'amour était la seule chose qui comptait vraiment, de la façon dont l'argent n'achetait pas le bonheur. Édouard la croyait. Pour la première fois, il pouvait imaginer une vie différente, une vie où il n'avait pas à porter le poids d'un empire familial. Puis son oncle était apparu avec une solution, Florence Chevalier, 22 ans, héritière d'une fortune minière. Un mariage entre les familles sauverait les hôtels Laurent. Ce serait un accord commercial simple et direct. Édouard avait une semaine pour décider. Il se souvenait de la dernière nuit avec Caroline. Ils étaient dans une chambre d'hôtel vide, allongés sur des draps blancs, et elle lui tenait la main, disant que peu importait s'ils étaient pauvres, tant qu'ils étaient ensemble. Édouard avait failli lui parler de la proposition de mariage, avait failli lui demander de s'enfuir ensemble, mais il ne l'avait pas fait. C'était un lâche. Le lendemain, il avait accepté la proposition. Il avait épousé Florence 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie luxueuse qui avait fait la une de tous les magazines mondains. Il n'avait plus jamais parlé à Caroline. Il n'avait même pas répondu à ses appels, ni aux messages désespérés qu'elle laissait à la réception de l'hôtel. Il l'avait simplement effacé de sa vie, comme si ces 3 mois n'avaient jamais existé. Les hôtels furent sauvés. Édouard devint l'un des hommes les plus riches du pays. Mais le mariage fut un désastre. Florence réalisa rapidement qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne l'aimerait jamais. Ils vécurent comme des étrangers polis pendant 5 ans avant qu'elle ne demande le divorce, l'accusant d'avoir un cœur mort. Il n'y eut pas d'enfant. Édouard s'enterra dans le travail, construisant plus d'hôtels, gagnant plus d'argent, essayant de combler un vide qui ne faisait que grandir. Puis, quelques années après le divorce, il avait entendu des rumeurs. Une ancienne employée, une certaine Caroline, avait une fille. Certains disaient que la petite avait les yeux bleus comme ceux d'Édouard. Mais il avait eu peur d'enquêter, peur de ce qu'il pourrait découvrir, peur de ce qu'il devrait faire si c'était vrai. Alors, il n'avait simplement rien fait. Il avait continué sa vie vide, construisant un empire qui ne signifiait rien. Quand Édouard eut fini de parler, il y avait des larmes dans ses yeux. Il n'avait pas pleuré depuis des décennies. Il avait oublié ce que c'était. Monsieur Manuel resta silencieux un long moment, son visage un masque impénétrable. « Vous voulez savoir ce qui est arrivé à ma Caroline après que vous l'ayez abandonnée ?» demanda le vieil homme finalement, sa voix basse et tranchante. « Elle a pleuré pendant des semaines. Elle a manqué des cours, a failli perdre sa bourse. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle est allée à votre hôtel. Les gardes de sécurité ne l'ont pas laissée entrer. Elle a envoyé des lettres. Vous n'avez jamais répondu. Elle a pensé à avorter, mais n'a pas pu. Elle a abandonné la fac quand son ventre a grossi, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour une crèche. » Monsieur Manuel se leva, prit une vieille boîte à chaussures sur le dessus de l'armoire. « Après sa mort, j'ai gardé ses affaires. Il y a des lettres ici qu'elle vous a écrites, mais jamais envoyées. Il y a son journal des années où elle a élevé Louise seule. Vous voulez lire? Vous voulez savoir ce que vous avez perdu ?» Édouard tendit une main tremblante, prit la boîte. À l'intérieur, il y avait des cahiers, des lettres jaunies, des photos. Il ouvrit une lettre au hasard, et l'écriture délicate de Caroline le frappa comme un coup de poing. « Cher Édouard, » commençait-elle. « Je ne sais pas pourquoi j'écris ça, puisque je ne l'enverrai jamais, mais j'ai besoin de le sortir. Louise a fait ses premiers pas aujourd'hui. Elle est tombée tellement de fois que j'ai perdu le compte, mais à la fin, elle a traversé toute la pièce toute seule. J'aurais voulu que tu sois là pour voir ça. Elle a tes yeux. Tout le monde le dit. Je la regarde et je te vois. Je n'arrive pas à te détester, même si j'essaie. Je ne ressens que le manque et une tristesse si grande que j'ai parfois du mal à respirer. Mais elle vaut tout. Notre fille vaut tous les doubles services, toutes les nuits. Blanche, toute la solitude. Je voulais juste que tu le saches. Caroline. » Édouard plia la lettre avec des mains tremblantes,
incapable de continuer à lire. « Je suis un monstre, murmura-t-il. « Vous êtes un lâche, corrigea M. Manuel. Mais la question maintenant, c'est allez-vous continuer à l'être » Édouard leva les yeux. « Qu'attendez-vous de moi ?»« Je veux que vous soyez un vrai père, » répondit M. Manuel. « Je ne veux pas de votre argent. Enfin, pas seulement votre argent. Louise a besoin d'opportunités, d'éducation, d'un avenir meilleur. Mais plus que ça, elle a besoin d'un père. Quelqu'un qui vient aux réunions de l'école, qui l'aide avec ses devoirs et qui s'en soucie vraiment. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous mettre autre chose au-dessus de vos hôtels et de votre argent? Je le peux, dit Édouard, et c'était une promesse. Pour la première fois de ma vie, je vais faire le bon choix. Je serai le père qu'elle mérite, même si c'est 20 ans trop tard, même si je ne mérite pas cette chance. Je vais essayer. Monsieur Manuel étudia son visage un long moment, cherchant la sincérité. Finalement, il hocha la tête. « Alors nous avons un accord, mais je vous aurai à l'œil. Et si vous décevez cette petite, si vous la blessez comme vous avez blessé ma Caroline, vous aurez affaire à moi. Et je n'ai rien à perdre, compris ?»« Compris, » dit Édouard, « et je le jure, je ferai tout bien cette fois. » Les premiers mois furent un désastre embarrassant. Édouard Laurent, l'homme qui commandait 42 hôtels et négociait des contrats de millions avec aisance, était complètement perdu face à une fillette de 8 ans. Monsieur Manuel observait tout avec un mélange d'amusement et d'inquiétude, prêt à intervenir si nécessaire, mais décidé à laisser Édouard apprendre à la dure. Le premier dîner fut emblématique. Édouard emmena Louise dans le restaurant japonais le plus cher de Paris, un endroit où les cadres faisaient des affaires, et les célébrités dînaient dans des salons privés. Louise, portant l'une de ses robes simples, s'assit sur la chaise en velours rouge et regarda le menu avec des yeux écarquillés. Tout était en japonais, avec des traductions élaborées en français. « Tu aimes les sushis ?» demanda Édouard, essayant de paraître décontracté, comme si emmener sa fille nouvellement découverte dîner était la chose la plus naturelle du monde. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Louise. « Je n'en ai jamais mangé. C'est quoi des sushis ?» Édouard expliqua avec enthousiasme, commandant une sélection élaborée de sashimi, de rouleaux spéciaux et même d'oursins que le chef avait recommandé. Quand la nourriture arriva artistiquement disposée sur des assiettes en céramique artisanale, Louise goûta poliment un morceau de thon cru. Son visage se tordit en une grimace qu'elle tenta de dissimuler, mais sans succès. Édouard réalisa trop tard que les enfants élevés au riz et aux haricots n'apprécieraient probablement pas le poisson cru du Japon servi à 400 € le plat. « Tu n'as pas aimé ?» demanda-t-il, déçu. « C'est que c'est très différent, » dit Louise, toujours polie, essayant de ne pas le blesser. « Ça a le goût de... » Elle chercha ses mots, « de la mer. Et c'est un peu mou. » Édouard regarda la fortune en nourriture japonaise étalée sur la table et se sentit comme un idiot. « Qu'est-ce que tu aimes manger, Louise ?» demanda-t-il, réalisant qu'il aurait dû poser cette question avant. « De la pizza, » répondit-elle immédiatement, les yeux brillants. « Papy achète parfois de la pizza le vendredi quand il a un peu d'argent en plus. Et j'adore les hamburgers aussi. Et la glace. Je n'ai jamais mangé de ces glaces avec un très grand cornet. » Édouard appela le serveur, annula le reste de la commande sous le regard choqué du maître d'hôtel et emmena Louise dans une pizzeria familiale où ils mangèrent une pizza au chorizo avec une croûte fourrée et burent du soda. Elle était radieuse et Édouard apprit sa première leçon importante sur la paternité. Il ne s'agissait pas d'impressionner avec de l'argent, il s'agissait de prêter attention à ce que l'enfant voulait vraiment. La semaine suivante apporta une autre erreur. Édouard arriva à l'appartement avec des sacs d'une boutique de luxe pour enfants. Des robes de fête avec du tulle et des paillettes, des chaussures vernies, des manteaux de marque. Louise ouvrit les sacs poliment, mais M. Manuel vit la confusion dans ses yeux. « Elles sont très belles, » dit Louise, tenant une robe rose qui coûtait probablement plus que la pension mensuelle de M. Manuel. « Mais où est-ce que je vais porter ça? À l'école, les filles portent un uniforme. Et quand on sort, c'est juste pour le supermarché ou le parc. » Édouard réalisa son erreur. Il achetait ce qu'une fille riche porterait, pas ce dont Louise avait besoin. Le week-end suivant, il revint avec des vêtements simples mais de bonne qualité, des baskets confortables et un nouveau sac à dos pour l'école. Louise serra le sac à dos avec un enthousiasme sincère. « Il est parfait !» s'exclama-t-elle. L'ancien avait la fermeture éclair cassée et je devais le tenir avec une épingle à nourrice.
Édouard sentit une pointe de douleur en imaginant sa fille allant à l'école avec un sac à dos cassé tenu par des épingles, pendant qu'il conduisait des voitures de luxe et portait des montres qui coûtaient plus qu'une année de sa scolarité. Mais peu à peu, avec l'aide patiente de M. Manuel, Édouard commença à apprendre. Il découvrit que Louise adorait aller au parc pour donner à manger aux canards, qu'elle avait un talent naturel pour le dessin et passait des heures à faire des portraits de personnages imaginaires, qu'elle avait peur du noir et dormait avec une veilleuse allumée, que sa matière préférée était le français, mais qu'elle avait des difficultés en mathématiques. Édouard engagea une tutrice privée, mais Louise fut intimidée par la femme sérieuse à lunettes qui arriva avec des livres chers et des méthodes rigides. Alors Édouard la renvoya et essaya lui-même de l'aider avec ses devoirs de maths de CE2. « Si Jean a 5 pommes et en donne 2 à Marie, » lut Édouard dans le cahier usé, « combien de pommes reste-t-il à Jean ?»« 3, » répondit rapidement Louise. « C'est ça, mais tu dois montrer le raisonnement, » dit Édouard, essayant de se souvenir comment il avait lui-même appris les mathématiques des décennies plus tôt. « Mais c'est évident, » argumenta Louise. « 5 moins 2, ça fait 3. » Édouard réalisa qu'elle comprenait mentalement mais avait du mal à le mettre sur papier. Ils travaillèrent ensemble, et il fut patient quand elle effaçait et recommençait, patient quand elle se frustrait et voulait abandonner. Quand elle eut enfin terminé tous les exercices, ses yeux brillèrent de fierté. « Tu es un bon professeur, dit-elle, et Édouard sentit une vague de fierté qu'aucune affaire de millions ne lui avait jamais donnée. Les dimanches devinrent spéciaux. Édouard venait chercher Louise et M. Manuel le matin, et ils faisaient des choses simples. Aller au zoo, où Louise était fascinée par les singes, visiter des musées, où elle passait des heures à regarder des peintures et à poser des questions intelligentes qui le surprenaient. Faire du pédalo au jardin du Luxembourg, où Édouard, maladroit, faillit les faire chavirer, faisant rire Louise si fort qu'elle en pleura. Un dimanche, 3 mois après la rencontre à la pâtisserie, Édouard emmena Louise visiter l'un de ses hôtels. Il voulait lui montrer ce qu'il faisait, l'empire qu'il avait construit. Mais en traversant le hall luxueux, Édouard, voyant tout à travers les yeux de Louise, commença à remarquer des détails qu'il n'avait jamais vus. Une femme de chambre âgée portant des draps lourds, clairement épuisés. Un jeune serveur, avec le même type d'uniforme que Caroline avait porté 20 ans plus tôt, servant des clients riches qui le regardaient à peine. Une mère avec 2 jeunes enfants, clairement une employée, profitant de sa pause de 15 minutes dans le petit jardin à l'arrière parce qu'elle n'avait pas les moyens d'aller ailleurs. Louise remarqua tout aussi. Elle s'approcha de la femme de chambre et proposa de l'aider à porter les draps, ce que la femme refusa gentiment, mais avec les yeux humides. Elle demanda au serveur s'il aimait travailler là, et le jeune homme, surpris par l'attention, admit que le travail était dur, mais qu'il devait envoyer de l'argent à sa famille en province. Sur le chemin du retour, Louise était silencieuse. « Ça va ?» demanda Édouard. « Je réfléchis, » répondit-elle. « Ces gens travaillent beaucoup, n'est-ce pas? Comme ma maman travaillait. »« Oui, » acquiesça Édouard, sentant le poids de l'observation. « Tu es le patron, » dit Louise. « Ce n'était pas une question, mais une constatation. Ça veut dire que tu peux les aider, non? Tu peux rendre leur travail moins difficile. » Édouard regarda sa fille de 8 ans, qui comprenait plus de choses sur la compassion et la responsabilité sociale que la plupart des cadres qu'il connaissait. « Je peux, dit-il, et je le ferai. Tu m'as donné une idée. » La semaine suivante, Édouard réunit tout le conseil d'administration des hôtels Laurent. Il annonça une augmentation de salaire pour tous les employés opérationnels, des crèches subventionnées pour les employés avec enfants et des bourses d'études pour les employés qui voulaient reprendre leurs études. Les directeurs financiers protestèrent contre l'impact sur les bénéfices. Édouard les fit taire d'un regard glacial. « Ma fille m'a appris quelque chose, dit-il, et cela vaut plus que les bénéfices du prochain trimestre. Si nous traitons bien les personnes qui travaillent pour nous, elles traiteront bien nos clients. Et cela, à long terme, vaut plus que toutes les économies que nous pourrions faire en exploitant les travailleurs. » Quand Édouard raconta les changements à Louise, elle le serra dans ses bras pour la première fois de sa propre initiative. C'était une étreinte serrée, pleine d'affection sincère, et Édouard sentit quelque chose en lui guérir un peu. « Tu es gentil, » murmura Louise contre sa poitrine. « Ma maman avait raison sur toi. »« Elle avait raison comment ?» demanda Édouard, la voix nouée. « Elle disait que tu
Avais un bon cœur, mais que tu t'étais perdu. Elle disait qu'un jour tu te retrouverais. Je crois que tu t'es retrouvé. » Édouard serra sa fille dans ses bras, cet enfant extraordinaire que Caroline avait élevé seule, et pour la première fois depuis des décennies, il sentit qu'il était sur la bonne voie. Il avait encore beaucoup à apprendre sur le fait d'être père, il ferait encore beaucoup d'erreurs, mais il essayait. Et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant. 4 mois s'étaient écoulés depuis ce jour à la pâtisserie, 4 mois de déjeuners dominicaux, d'aide aux devoirs, de visites au parc, de conversations sur tout et rien. Édouard venait chercher Louise à l'école un vendredi après-midi, quand elle posa la question qu'il redoutait et espérait à la fois. Elle monta dans la voiture, jeta son sac à dos sur la banquette arrière et, avant même de mettre sa ceinture de sécurité, demanda avec la franchise typique d'une enfant de 8 ans. « Pourquoi tu es si gentil avec moi? Tu ne me connaissais même pas avant ce jour à la pâtisserie. Pourquoi tu fais tout ça ?» Édouard sentit son cœur s'emballer. Il savait que ce moment viendrait. Il avait répété mentalement des dizaines de fois comment il lui dirait la vérité. Mais maintenant, avec ses yeux bruns interrogateurs fixés sur lui, tous les mots soigneusement préparés disparurent. « On peut parler dans un endroit plus calme ?» demanda-t-il, la voix sortant plus tremblante qu'il ne l'aurait souhaité. Ils s'arrêtèrent au jardin du Luxembourg, à leur endroit préféré, près du bassin où ils avaient l'habitude de nourrir les canards. C'était un après-midi d'automne. Le ciel était bleu et il y avait peu de monde autour. Ils s'assirent sur un banc en bois et Édouard prit plusieurs grandes inspirations avant de commencer. « Louise, commença-t-il, il y a des choses sur moi et sur ta mère que tu dois savoir, des choses que j'aurais dû te dire avant, mais j'avais peur. »« Peur de quoi ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Peur que tu me détestes, » admit Édouard. « Et avec raison. Louise, tu te souviens que ta mère t'a dit que ton père était quelqu'un d'important, qu'il vous aimait mais ne pouvait pas être avec vous ? » « Je me souviens, » répondit-elle, ne comprenant toujours pas où il voulait en venir. « Ce quelqu'un d'important, » dit Édouard, et sa voix se brisa, « c'est moi. Je suis ton père, Louise. J'ai connu ta mère il y a 20 ans, je l'ai vraiment aimée, et puis je l'ai abandonnée. J'ai choisi l'argent au lieu d'elle. J'ai épousé une autre femme pour sauver mes affaires, et je n'ai plus jamais parlé à Caroline. Je ne savais même pas que tu existais pas avant très longtemps, et quand j'ai finalement entendu des rumeurs, j'ai été trop lâche pour enquêter. Et ta mère est morte à force de trop travailler parce que je n'étais pas là pour l'aider. Tout ça, c'est de ma faute. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Louise le regarda avec des yeux immenses, traitant des informations trop grandes pour son âge. Édouard vit une succession d'émotions passer sur son visage. La confusion, le choc, la peine, la colère, et quelque chose d'autre qu'il ne put identifier. « Toi, commença-t-elle, la voix tremblante, tu es mon père, mon vrai père. »« Oui, » dit Édouard, des larmes coulant librement sur son visage, « et je suis désolé. Plus désolé que je ne peux le dire avec des mots. J'ai tout gâché. J'ai abandonné la femme que j'aimais, je t'ai abandonné sans même savoir que tu existais. Et rien de ce que je ferai ne changera ça. Mais quand je t'ai vu dans cette pâtisserie, quand j'ai regardé dans tes yeux et que j'ai vu ta mère, j'ai su. Et je me suis promis que j'allais essayer d'être le père que tu as toujours mérité, même s'il est trop tard. » Louise resta silencieuse un long moment, regardant le bassin où les canards nageaient nonchalamment. Des larmes commencèrent à couler sur son visage aussi, silencieuses, mais constantes. « Pourquoi tu n'es pas venu avant ?» demanda-t-elle finalement, la voix petite et brisée. « Ma maman a tellement travaillé. Elle était toujours fatiguée. Parfois, elle pleurait quand elle pensait que je dormais. Si tu es mon père, pourquoi tu l'as laissé souffrir comme ça? Pourquoi tu nous as laissés seuls ?» Édouard n'avait pas de bonne réponse, seulement les vérités douloureuses d'un lâche. « Parce que j'ai eu peur, dit-il. Parce que j'ai fait le mauvais choix. Parce que je pensais que l'argent était plus important que l'amour. Et j'avais tort, Louise. J'avais tellement tort que j'ai ruiné 3 vies. La tienne, celle de ta mère et la mienne. J'ai construit des hôtels. Je suis devenu riche, mais j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. Et maintenant, demanda-t-elle, tu veux être mon père juste parce que tu te sens coupable? Non, répondit fermement Édouard, s'agenouillant devant elle, tenant ses petites mains. Je veux être ton père parce que tu es extraordinaire, parce que pendant ces 4 mois,
j'ai plus appris sur la bonté et la compassion avec toi qu'en 65 ans de vie. Parce que quand je te regarde, je vois tout ce que ta mère avait de bon. Et parce que même si je ne le mérite pas, je t'aime, plus que je ne pensais être capable d'aimer quelqu'un. » Louise le serra alors dans ses bras, pleurant contre son épaule, sanglotant toutes les questions sans réponse d'une enfant qui a grandi sans père, toutes les fois où elle s'est demandé pourquoi elle n'était pas assez bien pour qu'il reste, toutes les nuits où elle a vu sa mère épuisée mais souriant courageusement. Édouard la serra en retour, lui caressant les cheveux, laissant ses propres larmes couler librement. « Je suis désolé », répétait-il comme un mantra. « Tellement désolé, mon amour, tellement désolé. Je ne sais pas si je peux te... » « Pardonner tout de suite, dit Louise finalement, s'écartant un peu pour le regarder dans les yeux. « Mais papy dit que ma maman t'avait pardonné, et elle m'a appris à essayer d'être comme elle. Alors je vais essayer, mais tu dois me promettre une chose. »« N'importe quoi, dit Édouard. Promets que tu ne partiras plus jamais. Promets que tu resteras même quand ce sera difficile, parce que je ne supporte pas de perdre quelqu'un d'autre. »« Je le promets, dit Édouard, et c'était un serment solennel. Je ne partirai plus jamais. Tu es coincé avec moi maintenant, pour toujours. » Un petit sourire apparut sur le visage taché de larmes de Louise. « D'accord, alors. » Dans les mois qui suivirent, leur relation s'approfondit d'une manière qu'Édouard n'aurait pas imaginée. Il réorganisa complètement sa vie. Il délégua la gestion quotidienne des hôtels à une équipe de confiance, ce que ses cadres jugeaient impossible. Édouard Laurent, le bourreau de travail notoire, quittait le bureau à 5 heures de l'après-midi pour aller chercher sa fille à l'école. Il assistait au spectacle de danse de l'école, le seul homme en costume au milieu de mères en tenue décontractée. Il aidait au projet de science, même s'il ne comprenait pas bien ce qu'il faisait. Il apprit à lui faire des tresses, bien qu'elles soient de travers, et se défassent au bout d'1 heure. À l'approche du 9e anniversaire de Louise, Édouard voulut faire quelque chose de vraiment spécial. Pas quelque chose de chair et de tape à l'œil, mais quelque chose de significatif. Il engagea des enquêteurs privés et récupéra les affaires de Caroline d'un garde-meuble municipal où elles avaient été stockées après sa mort. Dans des boîtes poussiéreuses, il trouva des trésors, le journal de Caroline, des cahiers où elle avait consigné chaque étape de la croissance de Louise. Des photos de sa grossesse, de Caroline avec son gros ventre, souriant courageusement malgré tout, et des lettres. Des dizaines de lettres écrites à Édouard, mais jamais envoyées. Des lettres où Caroline exprimait son amour, sa douleur, son pardon et son désir qu'il soit heureux, même si ce n'était pas avec elle. Édouard passa des semaines à tout lire, pleurant en secret, apprenant à connaître la femme qu'il avait aimée à travers ses propres yeux. Puis, il engagea un graphiste et créa un livre magnifique relié par un professionnel, intitulé « L'histoire de Caroline Mendes ». Il contenait les photos, des extraits du journal, les lettres, le tout organisé chronologiquement pour raconter l'histoire de la mère de Louise. La fête d'anniversaire n'eut pas lieu dans l'hôtel particulier d'Édouard à Neuilly. Elle se déroula dans la salle des fêtes du quartier où Louise avait grandi, la même où elle était allée à quelques fêtes de camarades. Édouard loua l'espace, le décora avec simplicité mais avec soin, et invita les camarades de classe de Louise, les voisins qui avaient connu et aimé Caroline, et même quelques anciennes collègues de travail de Caroline de la blanchisserie. Quand Louise arriva et vit la salle remplie de gens qui aimèrent sa mère, des gens qui avaient des histoires à raconter sur elle, ses yeux s'emplirent de larmes de bonheur. Le moment du cadeau fut spécial. Édouard s'agenouilla devant elle et lui tendit le livre emballé dans du papier simple. Quand Louise l'ouvrit et vit le titre, elle eut le souffle coupé. Elle feuilleta les pages lentement, touchant les photos de sa mère enceinte, lisant des extraits du journal à voix haute pour M. Manuel, qui pleura ouvertement. « Ici, il est dit que je pesais 3,2 kg à la naissance », lut Louise émerveillée. « Et ici, il est dit que j'ai beaucoup pleuré la première nuit, mais que j'ai ensuite dormi sur sa poitrine. Elle a tout écrit. Elle a écrit sur moi. » Édouard regarda sa fille se connecter avec la mère qu'elle avait perdue à travers ces pages et sut que ce cadeau valait plus que tous les gâteaux chers et les robes de créateurs du monde. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti et que M. Manuel eut ramené Louise à la maison, elle était allongée dans son lit, tenant toujours le livre. Édouard vint lui dire « Bonne nuit » comme il le faisait tous les soirs maintenant. « Eh » appela-t-elle doucement alors qu'il était sur le point de sortir. « Oui »
répondit Édouard en se retournant. « Je peux t'appeler papa ?» demanda-t-elle, la voix petite mais pleine d'espoir. « Ou c'est trop tôt ?» Édouard sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie, » dit-il, la voix brisée. « Alors bonne nuit, papa, » dit Louise en souriant. « Bonne nuit, mon amour, » répondit Édouard. Et il sortit de la chambre avant qu'elle ne puisse voir les larmes qu'il ne pouvait contrôler. Pour la première fois en 20 ans, Édouard Laurent se sentit vraiment riche. 10 ans passèrent comme un souffle et une éternité à la fois. Édouard se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa cravate avec des mains qui tremblaient légèrement. 75 ans, les cheveux complètement blancs maintenant, des rides plus profondes autour des yeux, la peau plus fine, montrant les veines sur ses mains. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce visage reflété dans le miroir. Une lumière dans les yeux qui n'existait pas une décennie plus tôt. Une paix que l'argent n'avait jamais achetée. Un but qui allait bien au-delà des feuilles de calcul et des réunions de direction. « Papa » appela une voix depuis le couloir. « Tu es prêt ? Les invités vont commencer à arriver. Et tu as oublié la broche que je t'ai donnée. » Édouard se retourna et sentit son cœur se serrer de fierté, comme cela arrivait chaque fois qu'il voyait sa fille. Louise avait 18 ans maintenant, une belle jeune femme qui avait hérité des meilleurs traits de Caroline. Elle portait une robe bleu clair, simple mais élégante, ses longs cheveux attachés en un chignon, lâche, un maquillage discret qui mettait en valeur ses yeux bruns expressifs. Mais c'était son sourire confiant et ses yeux brillants d'intelligence, de compassion et de détermination qui la rendaient vraiment belle. « Je suis prêt », dit Édouard, acceptant la petite broche qui portait la photo de Caroline jeune. Il la plaça soigneusement sur sa poitrine. « Ta remise de diplôme est magnifique. Ta mère serait si fière de te voir aujourd'hui. »« Je sais, » dit Louise avec conviction, touchant doucement la broche. « Et elle le sait. Je sens qu'elle le sait, papa. » Louise prit le bras d'Édouard et ils descendirent, ensemble les escaliers de l'hôtel particulier qu'Édouard conservait plus par commodité que par ostentation maintenant. La maison était plus simple, moins froide, avec des photos de Louise à toutes les étapes de sa vie sur les murs, des dessins encadrés qu'elle avait faits enfant et une grande photo de Caroline à la place d'honneur dans le salon. La fête de ses 18 ans n'aurait pas lieu à Neuilly. Édouard avait appris au cours de cette décennie transformatrice que les moments les plus significatifs ne se produisaient pas dans des lieux luxueux, mais dans des lieux chargés de sens, d'histoire, d'âme. La fête aurait lieu à la pâtisserie royale, l'endroit où tout avait commencé 10 ans plus tôt. Mais ce n'était plus la pâtisserie exclusive et intimidante de l'époque. Édouard avait acheté l'établissement 5 ans auparavant et l'avait transformé en un projet que Louise avait aidé à concevoir. La pâtisserie sociale Caroline Mendes. L'idée était simple mais puissante, née d'une conversation entre père et fille un soir quelconque. Les clients qui en avaient les moyens payaient les prix normaux du marché, subventionnant des gâteaux et des pâtisseries gratuits pour les familles qui ne le pouvaient pas. Chaque enfant, quelle que soit sa condition sociale, pouvait y entrer le jour de son anniversaire et repartir avec un vrai gâteau, non pas des restes périmés, mais des gâteaux frais et beaux qui faisaient briller ses yeux. Madame Vera, maintenant gérante et associée minoritaire de l'entreprise, supervisait nerveusement les derniers préparatifs. Elle avait 60 ans, les cheveux grisonnants attachés en un chignon élégant et portait l'uniforme de la pâtisserie avec fierté. Quand elle vit Louise entrer, ses yeux s'emplirent immédiatement de larmes. « Ma petite, regarde comme tu as grandi, dit-elle, serrant Louise fort dans ses bras. On dirait que c'était hier que tu es entrée ici avec ton grand-père, demandant un gâteau périmé. Et maintenant, te voilà, une jeune femme diplômée, qui part étudier en Europe. Ta mère serait tellement, tellement fière. »« Merci, Madame Vera, » dit Louise, rendant l'étreinte. « Pour tout. Pour avoir été gentille ce jour-là, pour avoir fait partie de cette histoire. » Les invités commencèrent à arriver, et c'était un mélange qui aurait été impossible 10 ans plus tôt. Des cadres des hôtels Laurent, en costume cher, discutaient avec animation avec des familles bénéficiaires de la fondation Caroline Mendes, l'institution philanthropique qu'Édouard avait créée 7 ans plus tôt. Des voisins de la Courneuve, certains ayant connu personnellement Caroline, partagèrent la table avec des hommes d'affaires et des universitaires. Des enfants d'écoles publiques,
tous bénéficiant de bourses d'études financées par la Fondation, couraient entre les tables décorées d'arrangements simples mais jolis. Madame Françoise, l'ancienne collègue de blanchisserie de Caroline, arriva accompagnée de ses 2 filles, maintenant adultes. Elle serra Louise dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Ta mère m'a tellement aidé quand mes filles étaient petites, dit-elle. Elle partageait son déjeuner avec moi quand j'oubliais le mien. C'était un ange, cette femme, un véritable ange. » Monsieur, Manuel, maintenant âgé de 82 ans, plus voûté mais avec des yeux toujours lucides et brillants, entra en s'appuyant sur une canne en bois sombre. Édouard alla immédiatement l'aider, mais le vieil homme refusa d'un geste brusque mais affectueux. « Je peux encore marcher seul, grommela-t-il, mais il y avait de la tendresse dans sa voix rauque. Je ne vais pas commencer à me rendre à la vieillesse maintenant. » La relation entre Édouard et Monsieur Manuel s'était transformée en un profond respect mutuel au fil des ans. Le vieil homme n'avait jamais complètement oublié ce qu'Édouard avait fait à Caroline, la douleur qu'il avait causée à sa fille, mais il avait appris à respecter l'homme qu'il était devenu. Et Édouard, à son tour, consultait Monsieur Manuel pour toutes les décisions importantes concernant Louise, reconnaissant que le vieux chauffeur de bus à la retraite avait plus de sagesse sur la paternité, l'amour et le sacrifice qu'il n'en aurait jamais. « Papy » appela Louise, courant l'embrasser avec précaution, consciente de sa fragilité croissante. « Merci d'être venu. Je sais que tu étais fatigué. »« Manquer l'anniversaire de ma petite fille, » répondit Monsieur Manuel, lui caressant le visage d'une main tremblante. « Jamais de la vie. Tu es la raison pour laquelle je me lève chaque jour, ma petite. Toi et voir ce que vous deux avez construit ici. » Il regarda autour de la pâtisserie transformée, vit les photos de Caroline sur les murs, vit des familles rire en mangeant du gâteau gratuit, vit la plaque qui disait « En mémoire de Caroline Mendes qui nous a appris que l'amour est action. » « Ma Caroline serait si heureuse, » murmura le vieil homme, s'essuyant discrètement les yeux. Quand tout le monde fut réuni, la salle remplie de voix et de rires. Louise monta sur une petite estrade qu'ils avaient installée spécialement pour l'occasion. Le brouhaha diminua progressivement jusqu'à ce que tout le monde soit silencieux, regardant cette jeune femme qui irradiait la confiance et la détermination. Édouard observait d'un coin, avec une boule dans la gorge qui menaçait de l'étouffer, tandis qu'elle commençait à parler. « Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, » commença Louise, la voix claire et ferme, se projetant naturellement dans la salle. « Il y a 18 ans, ma mère m'a mise au monde seule, sans ressources, sans soutien, mais avec un amour si grand qu'il était capable de déplacer des montagnes. Elle cumulait 2 emplois, ne dormant que 4 heures par nuit, sacrifiant sa santé, ses rêves, tout, pour me donner une vie digne. Elle fit une pause, contrôlant les émotions qui menacèrent de déborder. Il y a 10 ans, pour mon 8e anniversaire, je suis entré dans cette pâtisserie pour la première fois. J'étais avec mon grand-père, vêtu d'habits rapiécés et de chaussures trouées, et j'ai demandé quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai demandé un gâteau périmé, un gâteau qu'ils allaient jeter, parce que c'était mon anniversaire et que je n'avais jamais eu de vrai gâteau. Beaucoup dans... L'assistance connaissait l'histoire, mais ils écoutaient néanmoins dans un silence respectueux. Certains essuyaient discrètement des larmes. Et ce jour-là, continua Louise, mon père. Elle regarda directement Édouard, et il vit un amour pur dans ce regard. Un homme qui avait passé des décennies perdu dans l'argent et l'ambition vide m'a trouvé. Non, se corrigea-t-elle, il s'est trouvé ce jour-là. Il a regardé une fillette inconnue et a vu sa seconde chance. Il a vu la chance de choisir différemment, de choisir l'amour au lieu de la peur, de choisir la présence au lieu de l'absence. Édouard sentit des larmes chaudes couler sur son visage, et il ne fit rien pour les cacher. Il n'avait plus honte de pleurer, plus honte de montrer ses émotions. Louise le lui avait appris. Au cours de ces 10 années, continua Louise, la voix devenant plus forte, plus passionnée, j'ai appris que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle donne, pas dans son compte en banque, mais dans l'impact qu'elle a sur la vie des autres. Ma mère a donné tout ce qu'elle avait, chaque heure de sommeil, chaque goutte d'énergie, chaque centime qu'elle gagnait pour m'élever. Elle m'a donné un amour inconditionnel, même quand elle était trop épuisée pour tenir debout. Louise regarda Monsieur Manuel, qui pleurait ouvertement maintenant. Mon grand-père m'a donné la stabilité quand mon monde s'est effondré. Il m'a donné un foyer, même s'il était petit. Il m'a donné la sécurité, même quand il avait peur lui-même.
Il m'a donné la sagesse, la patience et la certitude que j'étais aimé. Finalement, elle tourna les yeux vers Édouard. Et mon père m'a donné quelque chose de rare et de précieux. Il m'a donné une seconde chance. Mais plus important encore, il s'est donné une seconde chance. Il a eu le courage d'admettre qu'il avait tort, de changer complètement sa vie, de choisir d'être un père présent plutôt qu'une simple banque. Il m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, que la rédemption est possible, que l'amour est quelque chose que l'on construit chaque jour avec de petites actions. Elle prit une profonde inspiration avant de faire sa grande annonce. C'est pourquoi je veux déclarer officiellement aujourd'hui que je vais utiliser le fonds fiduciaire que mon père a créé pour moi, un fonds que je n'ai jamais demandé mais qu'il a insisté pour créer afin d'étendre la fondation Caroline Mendes à l'international. J'ai été accepté à la London School of Economics pour étudier le service social et les politiques publiques, et je vais utiliser chaque opportunité qui m'a été donnée, chaque privilège que j'ai maintenant, pour m'assurer que d'autres mères n'aient pas à travailler jusqu'à l'épuisement, que d'autres enfants n'aient pas à grandir sans père, que d'autres familles aient les opportunités que ma mère n'a jamais eues. La salle explosa en applaudissements enthousiastes. Les gens se levèrent, certains pleurant, d'autres souriant largement. Édouard ne pouvait s'arrêter de pleurer. Monsieur Manuel, à ses côtés, avait aussi des larmes qui coulaient librement sur son visage ridé. « Ta mère serait si fière », murmura le vieil homme, posant une main tremblante sur le bras d'Édouard. « Tellement immensément fière. Et je suis fier de vous deux. Vous avez pris la douleur et l'avez transformée en but. Vous avez pris la perte et l'avez transformée en héritage. » La fête se poursuivit pendant des heures. Il y avait de la musique, de la danse, des gens partageant des histoires de Caroline avec Louise, qui les absorbaient avec avidité, chaque récit ajoutant une pièce au puzzle de la mère dont elle se souvenait à peine. Des enfants couraient entre les tables, mangeant du gâteau et riant, sans savoir qu'ils étaient au centre d'une histoire de rédemption. Plus tard, alors que la fête battait son plein et que les invités mangèrent du gâteau et partageaient des histoires, Édouard s'écarta dans un coin tranquille de la pâtisserie, le même coin où il s'était assis 10 ans plus tôt, alors qu'il n'était qu'un riche client cherchant l'intimité. Il regarda autour de lui, voyant des familles rire ensemble, des enfants courir joyeusement, des gens de monde complètement différents unis par une histoire de seconde chance et d'amour transformateur. Louise le trouva là, s'assit à ses côtés en silence un moment. « Ça va, papa » demanda-t-elle doucement. « Je vais plus que bien » répondit honnêtement Édouard. « Je suis heureux, vraiment heureux. Pour la première fois depuis des décennies, peut-être pour la première fois de ma vie, je sais ce qu'est le vrai bonheur. » Il pensa à Caroline, à la jeune serveuse qui citait Sartre et croyait en l'amour véritable. Elle était morte trop jeune, avait travaillé trop dur, avait souffert plus que quiconque ne le devrait, mais elle avait élevé une fille extraordinaire. Une fille qui avait choisi d'utiliser ses privilèges pour aider les autres, qui comprenait que la vraie richesse n'avait rien à voir avec l'argent, qui portait la compassion comme une torche éclairant le chemin des autres. « Tu as bien fait, Caro » murmura Édouard à sa mémoire, sachant que Louise ne pouvait pas l'entendre. « Notre fille est parfaite. Elle est tout ce dont tu as rêvé et plus encore. Et je te promets, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne d'elle. J'honorerai ta mémoire chaque jour. » « Papa » appela, Louise lui touchant doucement le bras. « À quoi tu penses ?»« À ta mère » admit Édouard, se tournant pour la regarder. « À quel point elle serait heureuse de te voir aujourd'hui. À quel point elle avait raison sur tout, sur l'amour, sur ce qui compte vraiment, sur la façon d'élever une bonne personne. Elle le sait, dit Louise avec cette certitude sereine qui la possédait parfois, et elle est heureuse, fière de toi aussi, tu sais, pour avoir eu le courage de changer, pour avoir choisi l'amour. » Ils s'étreignirent, père et fille, au milieu du bruit de la fête, au son des rires et de la musique. Et Édouard sut avec une certitude absolue que c'était là son véritable héritage. Pas les 42 hôtels répartis dans le pays, pas les milliards de patrimoine accumulés, pas les couvertures de magazines ou les prix d'entreprise. Mais cette jeune femme extraordinaire dans ses bras, qui choisissait la bonté chaque jour, qui portait le meilleur de Caroline, et Édouard osait l'espérer avec humilité, peut-être un peu du meilleur de lui aussi. Les années suivantes furent la continuation de ce voyage. Édouard, maintenant semi-retraité, se consacrait presque entièrement à la fondation.
Il rendait personnellement visite aux familles bénéficiaires, rencontrait les mères qui travaillaient dur, jouait avec les enfants. Chaque visage lui rappelait Caroline, chaque histoire de lutte et de sacrifice était un écho de ce qu'elle avait vécu. Louise, à Londres, excellait sur le plan académique, mais revenait en France à chaque vacances pour travailler à la fondation, pour rendre visite à son grand-père, qui devenait de plus en plus fragile, pour serrer son père dans ses bras et lui dire qu'elle l'aimait. Ils s'appelaient en vidéo presque tous les jours, partageant les petites victoires et les moments difficiles. 8 ans passèrent en un clin d'œil. Lors de la fête d'anniversaire des 28 ans de Louise, Édouard, maintenant âgé de 83 ans et considérablement plus fragile, les cheveux blancs comme neige et les mains tremblant avec l'âge, regardait sa fille enceinte de 6 mois couper le gâteau. Elle s'était mariée 2 ans plus tôt avec Philippe, un pédiatre qui travaillait bénévolement à la fondation, un homme bon, qui l'aimait comme Édouard aurait dû aimer Caroline depuis le début. La fête avait de nouveau lieu à la Pâtisserie Royale, qui était maintenant une chaîne de 20 établissements répartis en France. La fondation Caroline Mendes opérait dans 12 pays, aidant des milliers de mères célibataires travailleuses avec des logements subventionnés, des crèches gratuites, des bourses d'études et un soutien émotionnel. Et Édouard, qui avait passé des décennies à accumuler une richesse sans but, voyait maintenant son argent transformer des vies réelles, créer des avenirs, changer des destins. « Ça va, grand-père » demanda Louise, s'asseyant avec difficulté à côté de lui, une main protégeant son ventre rond. « Tu veux que je t'apporte de l'eau » ? « Je vais parfaitement bien, répondit Édouard, avec une sincérité absolue, posant une main tremblante sur son ventre, sentant le bébé donner un coup de pied. « Je vois ma fille heureuse, mariée à un homme bon, attendant mon petit enfant, changeant le monde une famille à la fois. Que pourrait vouloir de plus un vieil homme comme moi ? Ma vie est complète. »« Tu as changé aussi, » dit Louise, couvrant sa main de la sienne. « Tu le sais, n'est-ce pas ? Tu n'es plus cet homme qui a fait le mauvais choix il y a 28 ans. Tu es l'homme qui a fait le bon choix chaque jour depuis. Tu es l'homme qui a eu le courage de se transformer. » Complètement. Édouard regarda sa fille, vit l'amour inconditionnel dans ses yeux et sentit une paix profonde s'installer en lui. « Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, » dit-il, répétant les mots qui étaient devenus son mantra. « Je l'ai appris d'une courageuse fillette de 8 ans qui est entrée dans une pâtisserie chère, vêtue d'habits rapiécés, et a demandé un gâteau périmé avec la dignité d'une reine. » Louise rit, ce rire musical qui lui rappelait toujours Caroline, qui lui réchauffait toujours le cœur. Et j'ai appris d'un père qui a eu le courage d'admettre qu'il avait tort, et qui a passé le reste de sa vie à essayer de réparer, non pas avec des mots vides, mais avec des actions quotidiennes, avec la présence, avec un amour véritable. Philippe les rejoignit, posant une main protectrice sur l'épaule de Louise. « Comment vont les 2 cœurs que j'aime le plus ?» demanda-t-il, incluant Édouard dans son regard affectueux. « Nous allons très bien, » répondit Louise, radieuse, juste en train de réfléchir à quel point la vie est étrange et merveilleuse à la fois. Ils restèrent assis là, 3 générations, bientôt 4, tandis que la fête continuait autour d'eux. Monsieur Manuel, maintenant âgé de 90 ans et très fragile, somnolait dans un fauteuil confortable qu'Édouard avait fait apporter, une couverture sur les genoux. Édouard regarda le vieil homme, Louise, Philippe, et sentit une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse. L'histoire qui avait commencé par une demande désespérée pour un gâteau périmé, faite par une fillette affamée et courageuse un jour d'anniversaire, s'était terminée par un héritage d'amour, de rédemption et de seconde chance qui changerait des milliers de vies pour toujours. Caroline n'était plus là physiquement, mais sa présence imprégnait tout. Son amour vivait en Louise. Sa compassion respirait dans la fondation. Sa mémoire inspirait chaque action. Édouard Laurent, l'homme qui avait un jour choisi l'argent plutôt que l'amour, qui avait abandonné la femme qu'il aimait et la fille dont il ignorait l'existence, était devenu quelque chose de différent. Il était devenu un vrai père, un grand-père impatient, un philanthrope sincère, un homme en paix avec son passé et plein d'espoir pour son avenir. Quand le bébé naîtrait dans 3 mois, une petite fille que Louise avait décidé d'appeler Caroline en hommage à la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, Édouard serait là. Âgé, fragile, mais présent. Toujours présent.
Parce que la présence était tout ce qui comptait. La présence était l'amour en action.